Aujourd'hui, on réagit encore une fois à une masterclass d'Ego, le jeu de la vie 2.0. Franchement, cette vidéo a été tellement bien travaillée, les gars, qu'elle m'a fait... Vous verrez à la fin, en fait, j'ai eu des sortes de crises d'angoisse, mais vous inquiétez pas, elle est vraiment bien parce qu'elle remet en question toute la question de la vie. Voilà, c'est littéralement dans le titre. Hein. Mais c'est une très belle vidéo et vous connaissez, quand le maître est aux commandes, on peut plus l'arrêter. Allez, vas-y. Dans le ventre de milliers d'ordinateurs, dispersés dans le monde entier, s'agitent des millions de petites créatures virtuelles, qui naissent, qui luttent, qui évoluent, les sujets attachants d'expériences fascinantes. À titre personnel, je peux regarder ces ersatz de vie batifolés dans leurs environnements virtuels pendant des heures et m'en satisfaire. Mais d'autres sont frustrés de voir ces amas de pixels coincés dans leur dimension en 2D. Ces autres veulent aller plus loin et les ramener dans notre monde, les transférer du virtuel au réel. Voilà comment les choses ont commencé. En 1994, Carl Sims, artiste et scientifique, crée un programme qui fait évoluer des créatures pour une fonction déterminée. Il ne façonne pas les créatures lui-même, il utilise plutôt ce qu'on appelle un algorithme évolutif, un programme qui vient imiter l'évolution, donc qui génère une population de solutions aléatoires et qui les teste selon un objectif précis en ne gardant à la fin que les plus efficaces. Par exemple, ces créatures doivent nager le plus vite possible. Comme on leur donne simplement un objectif, celui de nager le plus vite possible, on se retrouve avec des configurations que le chercheur n'attendait pas forcément, mais qui sont bel et bien efficaces. Vous reconnaîtrez des mouvements similaires à ceux de vraies créatures aquatiques. C'est très joli. Ces créatures-ci doivent avancer sur la terre ferme le plus vite possible. Celle-ci avait initialement été développée pour nager, mais on l'a sortie de son aquarium pour voir ce qu'elle arriverait à faire. Bon, celle-ci sautille, celle-ci galope. Celles-ci doivent suivre un point. Celles-ci doivent prendre le contrôle d'une boîte, et j'aime bien les stratégies utilisées. On commence avec de longs bras pour attraper le cube. Puis... Pourquoi on fait ça? C'est juste pour la curiosité, c'est pour faire des tests, pourquoi on fait ça? On roule. Puis l'une évolue en bloquant son adversaire. L'autre évolue en grimpant sur l'obstacle que représente son adversaire. Celle-ci plaque carrément son opposant. Celle-ci protège le cube. Celle-ci l'emporte avec elle. Quand on place ces deux-là face à face, ça se transforme vraiment en bataille, et je sais que je projette mes émotions humaines sur ces morceaux de code, mais j'ai presque l'impression de percevoir une animosité. La bleue fait quelques gestes suspects, mais l'arbitre a l'air de laisser passer. Au final, les résultats dépendent vraiment de ce qui se trouve en face, c'est une sorte de dynamique de pierre-feuille-ciseaux. Un tournoi est organisé, et c'est cette créature, assez ennuyeuse, qui finit par l'emporter. Bravo. What? Pour moi, aujourd'hui... Comment il trouve ces sujets là? J'aimerais bien voir sa to-do list à Ego un peu. Quelques décennies après cette expérience, c'est déjà stimulant intellectuellement. Je ressens une forme de fascination. Alors imaginez en 1994, quand ces résultats sont publiés, ce que peuvent penser les curieux qui tombent sur ces images. Et une idée, à l'époque, commence à faire son chemin dans la tête de certains de ces spectateurs. Transférer certaines de ces créatures du virtuel au réel. Non? Bah non. Non. C'est comme si ChatGPT, je le foutais dans un robot. Bah oui, mais ça existe déjà en fait. 2000, la frontière commence à être franchie. Des chercheurs arrivent à produire, à l'aide d'imprimantes 3D, des formes simples, designées à partir d'algorithmes évolutifs, des formes pas bien complexes mais qui ont le mérite d'exister. En 2016, Sam Krigman, un étudiant en robotique à l'université du Vermont, est fasciné par ces images et veut lui aussi inviter ces créatures dans le monde réel. On trouve sur sa chaîne YouTube certaines de ses expérimentations, encore virtuelles. Notre ami Krigman et son directeur commencent à travailler avec la branche futuriste du département de la défense américain et travaillent aux côtés de chercheurs d'autres domaines, notamment des biologistes, Black Easton et Levin. Black Easton raconte qu'un jour, les quatre font un appel Skype entre équipes et Sam Krigman montre une vidéo de l'une de ces créatures virtuelles. Une sorte de table qui se déplace grâce à un mouvement de balancier entre ses quatre pattes. Et notre chercheur explique qu'il n'existe aucune technologie pour construire une entité similaire dans la vraie vie. Et Black Easton, l'un des deux biologistes, regarde la créature un moment, et puis il répond à l'informaticien « Je parie que nous pourrions la construire ». Sur le moment dans l'appel, il y a quelques rires, mais notre Black Easton retourne dans son laboratoire, commence à travailler, et il se rend compte très vite que le transfert est possible. Du virtuel au réel, ils peuvent fabriquer ces créatures, non pas à partir de métal et de circuits, mais de cellules. Attends, non, carrément je mets mes pattes sur le côté. Là j'écoute, hein. Chanter le truc venir. Non, bah non, on va pas se prendre pour Dieu en fait. On va pas commencer à dire, ah, en fait, si on rajoute un peu de chair et tout, on va pouvoir créer un être organique et à commencer à faire des tabourets imbibés de chair qui avancent tout seul. Oui, et puis quoi encore?
C'est justement uniquement à l'aide de cellules, virtuelles ou réelles, que j'illustrerai le segment qui suit. L'idée me paraît bonne à 3h du matin, l'exécution sera probablement désastreuse, mais je ne peux plus reculer. Voici la section de présentation de ceux qui me font à nouveau le plaisir de financer cette vidéo. Gringot. Présentation rapide de Gringot, un stage qui est organisé sur la transition énergétique. Ils permettent d'investir offerts sur YouTube Premium. Ok, du réel au virtuel. 2 étapes. Étape numéro 1, l'algorithme évolutif, similaire au premier que je vous ai présenté, un algorithme qui reprend la méthode de l'évolution. Cette première étape consiste simplement à donner 2 catégories d'informations à l'algorithme. 1, l'objectif, par exemple se déplacer, prendre un objet. 2, le nombre de cellules et leur type, soit des cellules épidermiques pouvant se régénérer, soit des cellules de muscles capables de se contracter. Donc on dit à l'algorithme, par exemple, essaye de trouver la meilleure conformation possible pour avancer avec 900 cellules épidermiques et 500 cellules musculaires. Et voilà, il n'y a plus qu'à lancer l'algorithme. Dans les grandes lignes, l'algorithme... Attends, mais c'est aussi simple que ça. Bon, après, il le simplifie dans son schéma. Mais ça me fume qu'il y ait des mecs qui fassent ça. Alors, je suis tellement naïf, hein, mais... On sait jamais vraiment comment ça se passe en laboratoire, à part quand on y travaille. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant d'essayer de se mettre à la place du mec qui arrive à trouver et à concevoir cette idée, tu vois. Le mec, il est en mode... il lance des instructions, ça marche, il fait des tests. Suit une chaîne d'instructions. Premièrement, il crée une population de créatures virtuelles ayant une conformation de cellules aléatoires. Deuxièmement, chaque créature est lancée dans un environnement virtuel mimant la physique de notre monde. Troisièmement, il leur attribue un score de performance en rapport avec l'objectif recherché, et les plus mauvais sont remplacés par les plus forts, choisis aléatoirement. Finalement, il recommence sur 1000 générations. Au bout de ces 1000 générations, on a une créature qui aura normalement gagné, celle qui aura constamment eu le meilleur score. On la met de côté, le processus est terminé, et on recommence tout de 0, 99 fois. Ce qui veut dire qu'on obtient une population virtuelle de 100 créatures performantes, ayant chacune gagné une course sur 1000 générations, avec un design différent. On observe déjà à ce moment-là ce qu'on appelle de la convergence évolutive, c'est-à-dire que ces créatures différentes, formées différemment, finissent par se ressembler, car seules certaines géométries permettent d'accomplir efficacement une fonction donnée, mais on note aussi une vraie diversité quand on se penche sur le détail de ces formes. Comme dans la nature, on retrouve dans le règne animal tout un tas de créatures qui ont évolué indépendamment les unes des autres, mais qui ont toutes développé le même genre de membres pour voler, par exemple. Des ailes. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ces ailes sont toutes très différentes. Oiseaux, insectes, chauves-souris. Donc une convergence de formes, mais une vraie diversité anatomique. C'est comme vous et moi en fait. Moi je suis arrivé tout en haut. En fait, nous, dites-vous que on a gagné un battle royal. Vous vous rendez compte, vous êtes des miraculés dans le chat. Vous êtes des miraculés. Si vous n'aviez pas vaincu les millions de spermatozoïdes qui ont fait la course avec vous, mais jamais, vous serez même pas là. De toute façon, t'as même 1v1 le dernier spermatozoïde. Tu l'as fumé devant l'ovule. Mais t'as gagné. Et quand je vois la qualité de certains viewers, je me dis, bon, on se demande comment, on se pose la question, hein, comment ils ont fait. Hein. Enfin, vient la phase de filtre et de test. On prend chacune de nos 100 créatures performantes et on leur fait passer un test de robustesse. En gros, on va venir générer du bruit autour des contraintes physiques. On leur fait aussi passer un test de construction. L'idée, c'est d'être sûr de pouvoir construire nos créatures virtuelles dans la vraie vie. Ces dernières doivent répondre à 3 contraintes de construction, des cellules qui se touchent les unes avec les autres, pas de trop grands trous, et au moins 50% de cellules épidermiques. Et une fois qu'une créature passe ces tests, on peut lui faire franchir la frontière qui la sépare de notre monde. Mais c'est tellement moche, hein. Étape numéro 2, le laboratoire. Le matériau qu'ont trouvé nos chercheurs, c'est un embryon de grenouille, une espèce spécifique de grenouille, Xenopus laevis. Donc premièrement, on extrait les cellules souches, ensuite on les laisse s'agréger en une sorte de boule. What? Ok. Puis vient une étape minutieuse. Il faut sculpter la boule avec une électrode acothérisée de manière à ce qu'elle ressemble à la forme fabriquée par l'algorithme. C'est pas... Les gars, vous trouvez pas qu'il y a un côté angoissant là? J'ai l'impression qu'on est en train de faire quelque chose d'interdit en fait. Évident du tout, considérant le fait que ça doit être fait par un humain et que cette boule mesure entre 0,1 et 0,5 mm de diamètre. Imaginez-vous essayer de tailler quelque chose de si petit. Une fois la chose faite, il nous reste un problème, on a juste une forme. Juste des cellules modelées, et puis c'est tout. Rappelez-vous, dans notre algorithme, on avait indiqué 2 types de cellules, épidermiques et musculaires. Pour le moment, nos cellules ne sont ni l'un ni l'autre, alors il faut les transformer, ce qu'on fait en y injectant des ARN messagers, de manière à surexprimer certains gènes, ce qui transforme une cellule indifférenciée en un type particulier. Non
Non mais attends, mais attends, mais les gars, moi, je vous dis, moi j'ai fait Bon, ES. on dit, toi, J'ai fait bac ES, mon gars, mais maintenant on peut faire trop de trucs, hein. Comment ça, je peux donner des instructions forcées à certaines cellules pour qu'elles se transforment de telle manière et pas dans l'autre manière? Et c'est quoi ça? Moi, les seuls passifs que j'avais, c'était mes cours d'SVT. J'admets, j'ai disséqué une grenouille. J'ai ouvert la grenouille, j'ai failli vomir. Ça sentait le marécage, ça m'a dégoûté. J'ai eu 2. Ah ouais, j'avais pas la fumer plus que ça. En plus, fallait lui mettre des clous et tout, parce qu'il fallait l'écarter. Jamais, frère. Je suis parti, c'est trop. transforme une cellule indifférenciée en un type particulier. En gros, pour chaque cellule, on dit, toi, tu seras épidermique, toi, tu seras musculaire, Bah oui, c'est et ça. on avance comme ça jusqu'à Je donne des ordres en fait. les avoir toutes faites. Ici, le scientifique suit le plan de l'algorithme. Il regarde ce qu'il doit faire, où il doit le faire, et il copie du mieux qu'il le puisse sur cette boule, qui fait, je le rappelle, moins d'1 millimètre de diamètre. C'est long, c'est ardu, c'est extrêmement minutieux, mais après des heures de travail, je peux enfin vous présenter un Xenobot. Qu'est-ce que c'est que ce truc, les gars? Qu'est-ce que c'est que cette couille là? Constitué d'à peu près 3000 cellules, capables de vivre à peu près une semaine. What? Une créature étrange qu'on a du mal à catégoriser, un compromis entre le vivant et l'artificiel. Un robot biologique, imaginé par un programme, façonné par un humain, constitué de cellules de grenouilles. Bon, le travail n'est pas encore fini. Ce qu'avait imaginé l'algorithme évolutif ne se produit pas forcément. Il y a des différences entre la réalité et la simulation de réalité de notre programme. Ce qu'on fait logiquement, c'est qu'on rentre dans l'algorithme les comportements des Xenobots dans la réalité. On lui dit, voilà ce que tu pensais que ça allait faire, et voilà ce que ça a fait. Le programme ingère ces informations, modifie ses paramètres, et recommence à calculer et à imaginer d'autres conformations. C'est une boucle, du virtuel au réel, du réel au virtuel. Et dans le réel comme dans le virtuel, ces petites choses sont très actives. Ah non mais là on est d'accord que le truc est vivant là. Il bouge et tout. Déjà, elles se déplacent. Les auteurs se sont aperçus que lorsque des Xenobots mobiles dont la fonction maximisée est la locomotion sont mis dans une boîte de pétri avec de la poussière rouge, après 24 heures, la poussière se retrouve agrégée, seulement dû au fait que les Xenobots ont bougé. Alors les chercheurs ont une idée, prendre le design de Pourquoi il y en a qui font des cercles? ce Xenobot et le mettre au tout début de l'algorithme, mais en changeant l'objectif. Il bug, là, non? Il devra nettoyer une zone de débris. À partir de cette fonction, des Xenobots virtuels et réels sont créés. Durant l'optimisation de la locomotion, les chercheurs s'aperçoivent que certains Xenobots ont un trou, et que certaines particules de poussière se font prendre dans ce trou. Alors ils recommencent, ils prennent le meilleur Xenobot dans le secteur de la locomotion, le font remanger par l'algorithme évolutif, et changent C'est tellement long de faire tout ça. la fonction pour maximiser la distance de l'objet transporté. Ici, ils arrivent seulement à créer un Xenobot virtuel, qui maximise cette fonction, pas à le modeler dans notre monde. Bon, donc on peut leur faire des choses. Important ça d'ailleurs que nous puissions leur faire des choses. Comprenez bien que ces bestioles ne sont pas intelligentes. Si elles avancent, c'est parce que les cellules musculaires se contractent et se détendent et se contractent, et que l'algorithme, connaissant les propriétés des cellules qu'il assemble, peut les organiser de manière à ce qu'elles fassent avancer le corps qu'elles composent. Finalement, ces choses sont très similaires aux petites créatures du jeu de la vie de Konoe. Elles ne pensent pas, elles suivent simplement les règles du jeu. S'il y a intelligence, c'est, ici comme là, celle très spécialisée des algorithmes, et celle beaucoup plus générale des humains qui organisent l'opération. Et on se retrouve avec ces choses, difficiles à catégoriser, constituées de vie, mais pas vraiment vivantes. Pour le grand public, la réception de la nouvelle de la création de ces créatures est particulière, comme une sensation de franchir une frontière qu'on devrait plutôt éviter de franchir. Bah ouais. Moi je suis assez d'accord aussi. Je me dis que là, on se prend pour des gens qu'on n'est pas quoi. Bah après, bon, je sais pas. Hein, on va voir je sais pas. Ça me fait peur. On va voir où ça va nous mener, mais. Et la suite des opérations ne facilite pas forcément les choses pour le grand public. Chez nos Xenobots originaux, vous vous souvenez que certains ont été programmés pour transporter des objets. Eh bien, on met un Xenobot dans une boîte de pétri, entourée par des particules colorées, et notre créature fait s'agréger ces particules. Il les rassemble. Alors, nos scientifiques ont une idée. Placer dans la boîte, à la place des particules, des cellules souches de grenouilles. Donc, Toujours plus, hein. les blocs élémentaires de nos Xenobots, mais ici en désordre. Les Xenobots commencent à s'activer, à avancer, tourner, et après 5 jours, les cellules souches agrégées sont formées en sphères et commencent à se déplacer.
Ah bah oui, putain. Ces xénobots ont créé d'autres xénobots. What? Notez que ce n'est pas de la reproduction. Par contre, 100 000 IQ, hein, la personne qui a pensé à ça. Hein. Malgré ce que beaucoup de journalistes ont pu affirmer, il n'y a pas de croissance de l'organisme, pas de matière créée. Ici, c'est ce qu'on appelle de la réplication cinématique, la capacité à s'auto-répliquer en utilisant les matériaux du milieu. En robotique, on parle de machines auto-réplicantes, et c'est bien ce qu'on observe ici, et ce qui nous pousse notamment à plutôt parler de robots biologiques. Problème, la réplication s'arrête après 2 générations, parce que les boules de cellules souches deviennent trop petites pour se déplacer. Alors les chercheurs retournent voir leur algorithme évolutif, avec pour objectif de diminuer le cycle de réplication, et une forme se détache du reste. La forme semi-toroïde, un Pac-Man. Et la raison du succès de cette forme est assez claire, plutôt que de se contenter de tourner Il est énorme le truc là. autour des cellules isolées pour les rassembler, le Pac-Man peut les agréger directement dans sa bouche. Grâce à cette méthode, le diamètre Non, qu'est-ce que c'est que ça? des enfants produits augmente de 150% et le cycle de réplication diminue de 250%. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Et dites-vous que là, ça se déplace uniquement avec des contractions. Hein. C'est fou de voir ce que cet algorithme a été capable de fabriquer, et dingue d'imaginer ce qu'on pourra bientôt faire avec des créatures similaires. Dépolluer certains milieux, en les produisant en masse et en les larguant dans une partie de l'océan pour capturer et réunir les microparticules de plastique qui polluent les eaux, au pif. En médecine, les possibilités sont infinies, on pourrait les utiliser pour délivrer un médicament à un endroit précis, on pourrait faire de la microchirurgie, tu vas là et tu coupes ça, on pourrait débarrasser le corps de Genre, on molécules pourrait donner une instruction au truc pour qu'il vienne à tel endroit dans ton corps pour faire telle action et repartir. toxiques. En fait, là où ça devient génial, c'est qu'on pourrait fabriquer des xénobots à partir des cellules du patient que l'on veut traiter, sans aucun risque de Ah rejet. oui, en fait. On pourrait les utiliser pour identifier et détruire un Oh, c'est cancer, carré, pour hein. retirer la plaque artérielle. Sam Krigman en parle de ça, et il s'en amuse, il dit « À quoi devrait ressembler un robot qui rampe dans vos artères ? Devrait-il avoir 4 pattes ? Je n'en sais rien. » Voilà, tout ce dont nos chercheurs doivent s'occuper, c'est la fonction. Le reste, c'est leur évolution de poche qui s'en charge. Une autre... Alors, en vrai, il y a de très très bonnes idées à faire, mais comme à chaque fois qu'il y a une découverte qui est faite, il y a aussi son lot de négativité. Si on peut aider, on peut aussi détruire. Tu peux, on peut peut-être coder ces petites choses pour faire des dingueries, hein. Évolution de poche pourrait aussi Bah se oui, charger de c'est produire sûr. des xénobots dangereux, c'est un point sur lequel les chercheurs n'ont à ma connaissance pas communiqué, et sur lequel je me retiendrai de le faire plus en détail, parce qu'aujourd'hui, miracle, j'ai décidé de ne pas être anxiogène. Voilà, ne me remerciez pas. Bref, formidable évolution de poche, qu'il est d'ailleurs possible d'améliorer. En 2023, Joshua Bongard, l'un des auteurs de l'article originel des xénobots, publie un autre article dans lequel il détaille, avec un collègue, leur conception de robots à partir d'algorithmes évolutifs. Et s'il constate que c'est très efficace, il constate aussi que c'est super lent. L'évolution, c'est un concept absolument brillant, et certaines de ces créations que vous pouvez observer tout autour de vous sont des merveilles d'ingénierie, mais ce sont des merveilles qui ont nécessité des milliards d'années. C'est quoi ça? L'évolution, c'est un processus aveugle. Elle ne sait pas pourquoi tel ou tel organe fonctionne. Tout ce qu'elle fait, c'est récompenser les gagnants et punir les perdants. Donc l'algorithme évolutif de nos chercheurs a besoin de 2 semaines sur un superordinateur pour produire un robot performant. Alors, les auteurs de l'article implémentent dans le processus une nouvelle IA dont la tâche est d'isoler les modèles défectueux dans le processus évolutif et d'identifier dans le corps du robot ce qui ne va pas, de manière à guider l'algorithme vers de possibles solutions. Et avec cette méthode, un robot efficace peut être conçu en 30 secondes avec un ordinateur portable. What? Bref, génial algorithme évolutif, si simple mais si efficace, et pourtant, lors des années qui ont suivi, les chercheurs l'ont de moins en moins utilisé. Ils ont essayé quelque chose de beaucoup plus ennuyant sur le papier. Ils se sont contentés de laisser des amas de cellules souches s'agréger en une boule, et puis voilà, ils ont observé. Ils ont attendu, quoi. Ce que vous regardez, c'est ce qu'on appelle un xénobot basal. C'est pas passionnant au premier abord, et pourtant les chercheurs sont fascinés. Pourquoi ? Qu'y a-t-il à voir ici qui surpasse le potentiel de stimulation intellectuelle des Pac-Man Margot. autoréplicateurs ? En quoi ça, c'est aller plus loin ? Je vous montre. Voilà ce qui se passe quand on ne touche pas à ces agrégats. Sur les cellules apparaissent des cils. Ouais. Rien de curieux pour le moment, du moins pas pour les chercheurs. La plupart des cellules ont des cils sur leur surface membranaire. Ces cils permettent plein de choses. Pour les cellules épidermiques de grenouilles par exemple, ils se situent à la surface de leur peau et leur permettent de faire circuler le mucus et les pathogènes qui s'y trouvent. Chaque cellule possède une centaine de cils qui battent en rythme. Donc, le fait que des cils poussent, c'est ok,
Mais ce qui a choqué les chercheurs, c'est de découvrir que les cils à la surface des cellules ont fait avancer la boule. Plein de petits cils qui fouettent l'eau, ce qui fait avancer la structure. Alors, oui. il n'y a pas de direction prédéfinie, la boule avance de façon chaotique, en spirale, mais ce qui a fasciné les Non mais c'est dégueulasse, c'est qu'en fait on dirait des patates, plein de patates là qui dansent. chercheurs, c'est qu'une nouvelle fonction est apparue. La locomotion, à partir de structures, les cils, dont ce n'était pas la fonction originelle. Bon, là comme ça ne paraît peut-être pas grand-chose, mais comprenez que c'est exceptionnel en fait. La locomotion n'a pas été codée, elle a émergé. Ces cellules, une fois libérées de l'organisme, cessent d'obéir aveuglément pour explorer de nouvelles possibilités. On découvre autre chose. Ouais, genre il a step up quoi. Une étude d'avril 2025 révèle que contrairement aux têtards classiques qui ignorent le bruit, les xénobots, eux, réagissent aux ondes acoustiques. Lorsqu'on émet un son à 300 Hz, ils arrêtent leur spirale habituelle pour adopter une trajectoire linéaire, comme s'ils écoutaient et répondaient au signal. Non mais là moi j'arrête tout. Hein. Là je préviens les scientifiques, je leur dis les gars on débranche. On débranche là c'est bon, ça va trop loin. Au début c'était juste des patates, tu devais ramasser d'autres patates. Là on met un peu de son, j'écoute mon Beyoncé, il change sa trajectoire. Dans 2 ans il sort de la boîte et il va se battre avec nous. Ça, sur un organisme qui n'a ni cerveau ni neurones. C'est fondamental parce que ça nous montre quelque chose de très important. La fonction n'est pas écrite dans la cellule, elle émerge de l'organisation des cellules entre elles. Intuitivement, on pourrait s'attendre à autre chose. On pourrait imaginer que dès le départ, chaque cellule suit un plan précis, qu'elle sait ce qu'elle doit devenir, où elle doit se placer et à quoi elle doit servir, comme si tout était déjà écrit dès la naissance, chaque morceau ayant sa fonction assignée dans l'organisme à venir. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on se représente le développement du vivant, un programme qui se déroule étape après étape, sans surprise. Mais ici, cette intuition ne tient pas. Libérée de l'organisme, elle n'applique pas un programme figé. Les cellules explorent un autre espace de possibilités, et dans cet espace, une fonction globale émerge sans avoir été sélectionnée pour ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi de simples cellules de grenouille sont des matériaux de construction extraordinaires? Parce qu'il n'y a rien de simple, en vérité. On forme des boules avec, et on les sculpte, et on s'émerveille de l'habilité des chercheurs qui les modèlent. Ces cellules passeraient presque au second plan, juste un matériau de construction, une sorte de pâte à modeler, mais je suis là pour vous rappeler qu'il n'en est rien, et que les héros de cette vidéo n'ont jamais été les xénobots, mais les cellules qui les composent. Quand on change d'échelle, quand on traverse la membrane pour plonger dans les entrailles de cette petite chose, on découvre une machinerie d'une complexité effrayante, une métropole furieuse, saturée, où des moteurs moléculaires marchent littéralement le long de câbles sous tension pour livrer des cargaisons, où des milliers de turbines... La personne qui nous a créé, merci. Voilà, parce que frère, nous on essaie d'explorer vite fait, hein, pour essayer de comprendre. Mais c'est trop parfait en fait, c'est trop parfait. Là c'est trop galère, on est là, on est avec nos petites cellules de grenouille. Théma, il doit péter les plombs lui là-haut. De se dire mais il fait quoi? Il fait ses petites patates là, il est con quoi? Ah c'est pas comme ça que ça marche. Non mais en fait la patate faut plus la prendre comme... Non, là je suis obligé de regarder mon corps les gars. Je suis obligé de me dire, déjà moi je trouve que c'est une dinguerie de bouger, mais c'est instant. Je sais pas si vous aussi des fois vous vous posez des questions comme ça, mais si j'ai envie de faire un truc je le fais. Et c'est instant, y a pas de ping, Là je veux vous faire un doigt par exemple, je vais pas le faire. Je vais vous montrer ce gros doigt. C'est instantané. Mes cheveux, ils sont là. Mes yeux, ils sont là. Je veux lever ma jambe. Toi, je le fais. Mais je pense. Mais c'est instant. Comment ça se fait que c'est instant? Vous comprenez ou pas? Pourquoi? Pourquoi? Je l'ai pensé. C'était instinctif. Et tu vois, mais comment je peux faire ça? Comment c'est possible? Comment je peux contrôler mon corps en fait? Comment je peux contrôler? Comment je peux réfléchir? Comment je peux penser? Comment vous pouvez interagir? Pourquoi quand je me coupe, ça se régène? Et comment elles savent qu'elles doivent se régénérer? Tu vois, pourquoi il y a une croûte? Pourquoi il y a trop de choses. Il y a trop de choses en fait. Et moi ça me fait un peu paniquer quand même. C'est une dinguerie quand même de se contrôler, non? Vous trouvez pas? Grosses comme des atomes tournent à 30 000 tours minute simplement pour maintenir les lumières allumées. C'est un chaos parfaitement orchestré, une usine nanoscopique totale qui ne dort jamais, qui produit sa propre énergie, qui traque les erreurs de son code, qui recycle ses déchets pour se reconstruire en permanence et qui cicatrise ses propres brèches en temps réel. Ce sont des bijoux de complexité et d'efficacité, façonnés par 4,2 milliards d'années d'évolution. Ce ne sont pas de simples briques inertes dépendantes d'un tout, ce sont des organismes qui se suffisent à eux-mêmes, si bien qu'en dézoomant, notre vision de nous-mêmes change radicalement. Nous ne sommes pas des blocs monolithiques, nous sommes une foule. Notre corps est une gigantesque colonie de milliards d'organismes autonomes qui coopèrent. Nous sommes un univers entier, tout s'agence somptueusement, tout a un but, tout est utile. C'est magnifique. Les xénobots sont astucieux, mais ils ne sont encore que des brouillons comparés aux chefs-d'œuvre qui les composent. Au final, comme souvent par ici, ces petites choses ne sont qu'un prétexte pour nous émerveiller de la vie, et je crois que vous ne le faites pas encore assez, alors permettez-moi de conclure. La raison pour laquelle nos chercheurs ont tenté d'utiliser des cellules pour fabriquer leurs robots, malgré le fait que c'est un matériau très complexe à manier,
vient du statut très particulier de la vie dans l'univers. Depuis 13,8 milliards d'années, ce dernier suit une règle simple, implacable, sans exception connue. Tout se défait. Je vais faire une crise d'angoisse. Hein. Je la sens monter, hein. Je la sens venir depuis tout à l'heure. Les étoiles brûlent leur carburant, les galaxies se dispersent, les orbites se déstabilisent, les systèmes planétaires dérivent lentement vers le chaos, les fleuves aplanissent les continents, les vents effacent les reliefs, les montagnes s'érodent, les océans rongent les côtes, les métaux s'oxydent, les cristaux se fissurent, la chaleur se diffuse, les gradients s'annulent, les différences s'estompent, l'information se perd, l'énergie se disperse, tout se défait. C'est la seconde loi de la La thermodynamique. seule chose qui se défait pour l'instant, c'est mes cheveux, frère. Tu vas trop loin. T'aurais dû la renommer la crise de panique 2.0, frérot. Ça sert à quoi de nous dire tout ça? On va avoir peur, moi j'ai peur là. Hein. Qui dit solide à rebours de la tendance naturelle à la dispersion. Un embryon transforme une cellule unique en un corps structuré, différencié, orienté, alors que toutes les lois statistiques favorisent l'uniformité. À toutes les échelles, la vie trie, organise et maintient de l'ordre, en dépensant de l'énergie pour résister à la pente naturelle de l'univers. Simplement en existant, vous et moi et cette petite boule de cellules de grenouille, nous nous rebellons, que nous le voulions ou non, contre l'un des principes les plus absolus qui régissent l'univers. Pourquoi tu me racontes tout ça alors que là, je peux prendre ma vitelle, prendre une gorgée et mourir? Elle est belle ton évolution, frérot. Elle est magnifique. Ah, ça déconstruit, ça reconstruit, ça... Non. Conclusion de cette vidéo, est-ce qu'on est des pommes de terre ou pas? C'est le mec qui whip. Non, là, c'est trop, là. Là, vous reconnaissez le regard ou pas que j'ai avec vous, là? Vous le connaissez, ce regard? Vous l'avez déjà vu quand on avait fait des vidéos scientifiques. Et je pensais pas qu'elle allait revenir ce soir. Tu réfléchis trop, mais il faut bien réfléchir. Faut bien réfléchir, putain! C'est tout le principe de la vidéo! Il faut bien qu'on réfléchisse! Eh, c'est rachat la vidéo! Qu'on comprenne ce qui se passe! Putain, avec des putains de patates, en fait. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi vous avez fait... Vous voulez pas être comme tout le monde, vous lever le matin et faire votre vie? Pourquoi vous êtes dit, vas-y, on va tester, on va envoyer des instructions à des cellules pour voir ce qui se passe? Moi, ça me terrifie, là, en fait. Ça me terrifie. On va être capable de faire des êtres organiques après. Déjà qu'on est capable de répliquer la vie. Déjà qu'on est capable de faire tellement de choses. Est-ce que c'est normal qu'on soit capable de faire ça, en fait? Est-ce que c'est normal d'avoir la capacité de cloner des êtres vivants? Est-ce que c'est normal de pouvoir injecter des capacités des animaux sur d'autres êtres vivants? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est naturel de faire ça? Ma conscience me dit que c'est pas naturel, mais pourtant on a la possibilité de le faire. On a la possibilité de le faire. Et on arrive à le faire. Donc est-ce que c'est normal? Il y a que notre conscience qui nous dit que c'est pas normal. Mais pourtant on peut le faire. Et ça marche. Donc je ne sais pas. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus qui je suis. Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis un camion?